Mismatch, le podcast qui aime croiser les perspectives pour explorer tous les possibles. Et pour cette seconde partie, j'ai le plaisir de retrouver Isabelle Roy-Nayette qui a écouté attentivement l'échange qui a précédé sur le spectacle vivant, les pratiques culturelles, la notion de le ou les publics, et qui apporte sa propre expérience de comédienne, de metteuse en scène, de programmatrice de festival. Et tu m'as dit là, avant qu'on commence l'enregistrement, qu'on était en transition entre les deux studios, c'est amusant, main d'œuvre à une école des possibles. Et moi, j'ai tendance à parler du festival que j'ai créé il y a 3 ans, qui s'appelle Micracosmos, tu vas nous expliquer ce que c'est, comme d'un festival des impossibles. Alors pourquoi ? Oui, tout à fait. C'est Luc Le Châtelier qui a 70 ans à peu près, qui fait partie du groupe et qui dit, oui, c'est totalement impossible tout ce qu'on fait. Donc du coup, ça devient le festival des impossibles parce que d'abord, on est réduit dans le temps, on est réduit budgétairement, on est réduit, on ne sait pas si les jeunes seront là ou pas. Vu qu'on les emmène sur une île, on ne sait jamais s'ils vont prendre le bateau ou pas. Oui, parce que c'est fait par des jeunes, des ados. C'est fait par des jeunes et des moins jeunes. Ouais. C'est transgénérationnel en fait. Ça va de 75 ans, je crois, à peu près. Et là, cette année, le plus petit avait 12 ans. Ouais, d'accord. Donc c'est... Voilà, comme Tintin, quoi, de 7 à 77 ans. Quoi. Voilà, c'est ça. C'est une grande balade, ou comme Astérix et Obélix. Tu dis oui, on est triplement contraint, donc on ne sait pas si les acteurs vont être là, les jeunes ou les moins jeunes, budgétairement et au niveau du temps. Au niveau du temps, on a beaucoup insisté sur la première partie, sur la question du temps long. Toi, c'est exactement l'inverse parce que c'est un festival qui se déroule sur 1 jour et demi. Eh ben, en fait, l'idée est née. En fait, j'avais monté un spectacle sur la dyslexie qui s'appelle Dyslex. Et la mairie de Lorient m'a demandé de venir le jouer dans la médiathèque. Donc, j'ai dit oui, avec plaisir. Mais moi, j'en avais un peu marre de faire des tournées et de pas être en lien avec le territoire, on va dire, ou là où tu t'arrêtes, où tu peux, enfin, qu'on puisse un peu poser ses valises. Et là, je leur ai dit, moi, je veux bien, mais j'aimerais bien faire des ateliers aussi, rencontrer. Je leur ai parlé moi, j'avais un projet d'école à la base, d'école de théâtre, où en fait, on apprend tout. Pour moi, souvent, le théâtre ou l'art vivant, il n'y a pas que l'acteur, il n'y a pas que l'écriture, il n'y a pas que la dramaturge, il y a aussi la lumière, il y a le son, il y a la technique, il y a la menuiserie, il y a les soudeurs, il y a les costumes, il y a les machines, voilà, il y a tout, quoi. Il y a les costumes, j'en oublie, hein. Là, oui, il y a les costumes, il y a le décor. Il y a le budget, la compta, l'événementiel. Faire le dossier, les appels à projets dont on n'a pas arrêté d'en parler. Et l'idée, c'est que ces jeunes et ces moins jeunes fassent tout. Mais alors, pour l'instant, ça fait 3 ans, mais si vous voulez, on a commencé, il y avait 20 personnes dans le public. Après, on est passé à 80 et là, cette année, on était 140. Donc, c'est bien, ça augmente. Ouais. Mais c'est vraiment, comme disait Jenny, quand elle parle du projet sublime là, sur le burn-out, où elle dit qu'effectivement, c'est une chose faite et que c'est peut-être pas stratégique de le faire. Je pense que c'est bien que les artistes ne pensent pas stratégiquement. Ouais, tout à fait. Oui, parce que du coup, si on pensait stratégie, on serait sans doute moins libre. Et que je pense que pour pouvoir créer et pouvoir dire ce qu'on a à dire, il faut une certaine liberté. Et la liberté, effectivement, ça se paye. Parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, ou des fois, on n'a pas l'argent parce qu'on décide de défendre un tel projet ou de choses. Enfin voilà, la liberté de l'artiste, elle est dure à payer, surtout en ce moment. Je trouvais qu'il y a quelque chose de très courageux. J'ose le terme de courageux parce que c'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti quand j'ai regardé le documentaire sur le festival. En fait, tu acceptes l'idée qu'on peut se planter et que le ratage partiel ou au total fait partie du risque créatif. Le créateur, c'est quelqu'un qui prend son risque. C'est quelqu'un qui essaye. On fait que essayer. Donc, c'est pour ça qu'on a des répétitions. C'est-à-dire que moi, j'ai un peu du mal avec, par exemple, des gens qui ne donnent rien en répétition, mais qui donnent tout à la présentation. Alors ça, c'est le truc complètement, absolument psychédélique, quoi. C'est-à-dire que la répétition sert à justement connaître l'autre, à apprendre à parler la même langue, à raconter la même histoire, même avec nos différences, mais il faut qu'on arrive à être ensemble. Et c'est ça qui est jouissif dans l'art vivant. Enfin, c'est vraiment des répétitions. On répète. Et après, en fait, en représentation, en tant que... là, je me place en tant que metteur en scène quand je suis avec eux, avec le groupe, avec la troupe, on va dire, c'est de donner comme en escalade. C'est-à-dire que tu as des points où même si tu loupes une prise, tu sais que là, après, tu mets ta main là. C'est comme de l'escalade, en fait. Quand on joue, enfin, moi, en tant que comédienne, j'ai fait une bonne 30aine de spectacles. Quand vous jouez devant des salles qui sont pleines, il faut se dire que le public n'est pas un monstre, que c'est des gens comme toi et moi, enfin, que tout va bien. Et après, c'est vrai que c'est sur un fil. Parce que quand on joue, on le disait aussi tout à l'heure, elles en parlaient, on n'est pas en dehors de la vie.
Les artistes, on ne vit pas dans une bulle et on a nos problèmes, on a nos soucis. Je veux dire, voilà, on perd quelqu'un. Si tu dois jouer, tu joues. Si tu dois travailler, tu travailles. Enfin, voilà, il n'y a pas de temps d'arrêt qu'on peut avoir, quoi, en fait. Ouais. Mais on crée un espace et un moment-temps qui est particulier, qui est celui de la magie, de la représentation. Et là, tu montres, et je trouve ça intéressant dans des productions où il y a peu de moyens, d'arriver à transformer des objets du quotidien, des objets ordinaires, comme une voiture, par exemple, en éléments de décor. Et de dire, voilà, la magie va passer par ce lieu-là, qui n'a plus le même usage qu'autrefois ou que demain. Ça, Micracosmos, c'est né par rapport à Jean-Henri Fabre, qui a étudié les insectes. Il faut d'ailleurs que j'aille voir sa maison qui est dans le sud. Et en fait, Jean-Henri Fabre a passé sa vie sur le scarabée bousier. Le scarabée bousier, moi, je suis rentrée dans l'écriture de Jean-Henri Fabre, qui a une écriture incroyable, qui fait comme si le scarabée était un être humain. C'est vraiment, j'invite tout le monde à lire Jean-Henri Fabre, c'est vraiment magnifique. Et moi, à ce moment-là, j'avais une voiture qui s'appelait Marguerite, parce que toutes mes voitures ont un prénom. Et à ce moment-là, j'avais une Marguerite qui était une Micra, donc d'où Micracosmos. Et j'ai essayé de passer comment on passe de la matière à comment une chose qui est fabriquée de matériaux veut redevenir matière. Et je trouvais ça intéressant qu'une voiture qui est dans l'ordre de la pollution, tout ça, comment elle pouvait arriver à devenir un scarabée bousier, parce que le scarabée bousier a la faculté de manger la fiente des moutons ou des vaches, enfin manger la fiente et la transformer immédiatement en un sol fertile par un petit fil qui sort comme ça. Et donc ça m'intéressait surtout aborder avec des jeunes qui sont dans des situations un peu délicates, soit dans la famille, soit qui sont en décrochage à l'école. Et voilà. Tu travailles avec des centres sociaux de jour à Lorient. Voilà, avec la protection de l'enfance. Donc il y a des éducs qui travaillent dans la rue, il y en a d'autres qui sont dans des centres de jour. Et après, on essaye que j'intervienne, que je les rencontre. Donc je vais dans leur lieu où ils sont. Et puis après, ils viennent une journée à Belle-Île, on découvre l'île, on fait des choses. Ils ont visité le rucher de l'Abeille Noire à Belle-Île. Après, on a fait une balade avec la CPIE de Belle-Île. Après, je les ai emmenés dans la bergerie où allait se faire le festival, puisque ça aussi, j'aime bien, vu qu'il n'y a pas... il y a un théâtre, mais je trouve ça intéressant de sortir un peu des boîtes noires, vu que j'ai été enfermée pendant 30 ans dedans. Je me dis, c'est bien de profiter un peu de la nature. Et Belle-Île est une très belle opportunité par rapport à ça, et de transformer des espaces en autre chose. Je trouve ça... tu as fait ça avec la bergerie, tu l'as fait avec la serre aussi? Je l'ai fait avec une serre, et là, c'était par rapport au Festival du Printemps des Arts et de la Nature à Belle-Île-en-Mer, que l'association Éperlurette a lancé. Et en fait, c'est plein d'associations qui se retrouvent suivant un thème. Et là, le thème, c'était l'eau. Et du coup, on était tout un collectif, une vingtaine, où on a décidé de transformer cette serre en aquarium. Et donc, les enfants, les écoles faisaient des poissons. Après, il fallait tout installer. Moi, j'ai demandé à Virginie Thirion, qui est un auteur belge, d'écrire sur le liquide amniotique, parce que je trouvais que l'eau la plus essentielle était le liquide du fœtus. Et voilà. Enfin, là où se développait le fœtus. Et donc voilà, j'ai joué cette forme, il y a eu d'autres formes. Voilà, ce qui m'intéresse, moi, c'est quand ça interagit. C'est-à-dire que c'est vrai que pour avoir travaillé à Thionville, au CDN de Thionville avec Jean Boileau, le Centre dramatique national. Le Centre dramatique national de Thionville, voilà. On avait tâche à ça aussi, de sortir ce que disait Varia par rapport à main d'œuvre. Effectivement, il faut aller chercher le public, il faut y aller. Et il ne faut pas non plus leur donner que ce qu'ils attendent non plus, parce que c'est bien aussi d'être dérangé par l'art. Enfin, moi, j'aime bien, en tout cas. J'aime bien ne pas tout comprendre. Là, à Thionville, tu avais une double position, parce que tu avais une position de comédienne, tu jouais. Oui, j'étais comédienne permanente, là-bas. Donc ça, c'est la position qui est... Bien sûr, tu t'exprimes par ton art, mais c'est une position qui était plus confortable, dans une forme de sécurité, et tu te lançais en même temps dans une pratique de festival. Tu avais un festival, ça s'appelait La Semaine Extra, et ça existait déjà. C'était la naissance, quand Jean Boileau nous a demandé de venir, et nous, on a continué avec Régis Laroche. On a repris en marche le train et on a développé ça. Ouais. Et c'est vrai que moi, j'ai adoré travailler avec ce groupe de jeunes de Thionville qui venaient et ils faisaient tout, la scéno, ils faisaient des interviews, ils écrivaient, ils ont joué. Et puis même nous, à Thionville, on était polyvalents. Je veux dire, il n'y a pas de monde derrière le bar, et on va derrière le bar, quoi. Il y a trop de monde, et ce que j'aime dans les théâtres, c'est quand les choses ne sont pas chacun sa place.
Et bon, ça, c'est pas si simple dans les structures qui, des fois, sont assez lourdes et chacun est bien à sa place. Et des fois, même quand c'est mis architecturalement, les bureaux sont en haut, la salle est en bas. Comment on fait pour rencontrer l'équipe, en fait, quand on débarque dans un théâtre immense? Mais on voit pas l'équipe. Mais non. Et je veux dire, des fois, on passe, on est comme des passagers, voilà, hop, et puis hop, on s'en va. Il y a une expression qui est dans votre milieu, qui a été employée à la fois par Jenny dans la préparation comme par toi, et que j'aime beaucoup, c'est parler d'outils de travail. C'est quand on parle d'un lieu, là j'avais un merveilleux outil de travail, et ça veut dire une salle pour répéter, des décors, un atelier de menuiserie, et ça permet aussi de faire circuler les publics. Les gens viennent voir comment ça se fait, comment ça se fabrique un spectacle. Tout à fait, ça c'est sûr. Et un outil aussi, c'est... Bon, alors déjà, le premier outil en tant qu'artiste, c'est notre corps. Ouais. Donc ça, il faut vraiment en prendre conscience. Donc c'est notre corps. La voix, et puis après, l'outil, effectivement, quand on n'a pas la nécessité, parce que, comme on dit, c'est des appels à projets. Moi, j'ai une compagnie, elle n'est pas conventionnée, et puis en plus, elle ne peut pas l'être. Je l'étais à Paris, après, je suis partie dans l'Est, je l'emmène avec moi, et là, je pars dans le Morbihan, je l'emmène avec moi. Donc, à chaque fois, je recommence à zéro. C'est une compagnie que tu as créée en 1999, c'est ça? Oui, mais après, on l'a mis en veille avec Laurence Rebouillon, qui est une artiste, qui est une cinéaste, et moi, je jouais dans ses films, elle était assistante sur mes mises en scène, et puis après, on l'a mis en veille, parce que moi, j'ai beaucoup joué, j'ai plus eu le temps de faire tous ces appels, et voilà, à chaque fois il y a la DRAC qui nous suivait, donc que ce soit la DRAC de l'Est ou la DRAC de Paris. Bon, là, dans le Morbihan, pour l'instant, non, mais parce que ça fait 3 ans, et donc je pense qu'il faut du temps pour faire un territoire, enfin, pour s'ancrer, pour gratter, et pour, voilà. Et puis... Et l'outil, effectivement, les gens, ils peuvent venir voir comment ça se passe, quoi. Et puis, il y a toute une bande de bénévoles. Enfin, voilà, c'est un lieu qui vit, quoi, qui est ouvert en permanence. Là, c'est des familles aussi, les familles d'artistes. Et tu travailles avec des gens avec qui tu as travaillé régulièrement. J'ai travaillé, oui, beaucoup avec Jean Boileau. Ouais, mais même là, quand je vois par exemple sur les costumes, avec la costumière, voilà, elle revient. Voilà, Pauline Pau. Oui, je suis pas seule dans Microcosmos. Pauline Pau et Agnès Pontier, on était toutes les 3. Et puis il y a Virginie Thirion qui est une auteure aussi. On a travaillé sur le premier Microcosmos. Après, Agnès et Virginie n'étaient pas là, mais il y avait Pauline et moi. J'ai pris... il y avait Emmanuel Leroux qui est de Belle-Île, plus Sylvie Guillaume aussi qui est une photographe. Et puis Pascal Mounier qui est venu, qui m'a demandé s'il pouvait filmer, et d'où le documentaire. Et puis là, cette année, il y avait Louisa Gaillard dans la scéno. Pauline n'était pas là. Il y avait Sylvie Guillaume, il y avait Evelyne Bork. Enfin, du coup, je mélange à chaque fois un peu d'autres gens. Oui, parce que soit on ne peut pas, parce que soit la vie fait que non, effectivement, je ne peux pas là, à ce moment-là, être là. Et puis c'est pas non plus des budgets incroyables. Mais c'est surtout des bonnes volontés, c'est-à-dire des gens qui croient au projet, qui croient en ce que tu as amorcé, et on a l'impression vraiment que ces choses tiennent sur un fil, vraiment. Ça tient sur un fil, oui. Mais enfin là, j'ai l'impression que tout le monde essaye de tenir sur un fil, parce qu'effectivement, c'est assez précaire, et même quand on voit, parce que plus les budgets sont restreints, plus les ACDIC sont restreints, parce que nos budgets sont plus petits, si on a moins d'heures, ça devient kafkaïen, parce qu'en fait, on se retrouve à 1 200 par mois. Et donc, c'est vrai que 1 200 par mois, quand on a un certain âge et qu'on a fait ça pendant 40 ans, on se dit waouh. Oui, parce que toi, si on reprend depuis le début, tu es rentré au conservatoire, tu avais 23 ans. Oui, et avant, j'ai fait l'ERAC à 19 ans. Et avant, j'étais à Saint-Étienne. Alors, à Saint-Étienne, c'était quoi? Tu faisais quoi? Saint-Étienne, c'était ma ville. C'est là où tu as fait tes études, ton collège, quoi. Voilà, mon collège. Après, j'ai arrêté l'école, au lycée. J'ai fait une énorme dépression en première. Je n'arrivais pas. Il faut dire que je suis dyslexique. Donc, du coup, j'ai beaucoup de mal à rester assise derrière une table. Ça marche pas. Voilà. Et puis, du coup, à Saint-Étienne, moi, j'ai rencontré Jean Dasté aussi, une rencontre incroyable, qui a quand même fait la décentralisation à Saint-Étienne. Donc, on revient à la question de la rencontre. C'est toujours crucial, la rencontre. Crucial, et c'est ça. Et en fait, c'est ça, quand on dit, je travaille avec des jeunes qui arrivent, mais c'est les rencontres, en fait. C'est les portes qui s'ouvrent. C'est-à-dire que moi, des fois, je me dis, mais j'ai une chance incroyable. J'ai rencontré les gens au bon moment, puis d'autres. Enfin, j'ai pas mal travaillé et bien travaillé, quoi. Là, en ce moment, c'est la période de crise, donc tout le monde est un peu... qu'est-ce qui va se passer, quoi? Et voilà. Bon, on voit. On voit où ça va, mais bon.
on résiste d'une certaine façon. J'ai bien aimé quand elles ont dit qu'il faudrait que toutes ces compagnies, effectivement, se mettent ensemble, enfin, essayer de construire quelque chose de plus collectif, mais c'est vrai que des fois, l'artiste est très individuel. Oui, c'est ça aussi. Parce que tu as une vision de la chose et comment tu la partages, donc il faut trouver les bonnes personnes avec qui tu peux partager, sans trop empiéter, sans être trop... Enfin voilà, c'est un équilibre qui doit c'est un équilibre précaire, mais c'est ça qui est beau dans l'art, moi, c'est la précarité. Entendons-nous, je parle pas, mais c'est la fragilité, on va dire. Je pense que l'art est quelque chose de fragile. Si, je sais toutes les ficelles, j'appuie là, ça marche, hop. Bon, je vais... Mais je crois que c'est pour ça que tu t'intéresses aussi autant aux adolescents. Parce que cette fragilité-là de la création et du créateur, elle vient parler à une autre fragilité qui est celle de l'identité en construction d'un jeune qui est en transformation, qui est en métamorphose. Et je pense que le dialogue se fait assez naturellement, non ? Oui, assez naturellement. Mais même quand je suis... Enfin, moi, ce que j'aime bien dans l'adolescence, c'est que c'est cet endroit où, en fait, tout arrive en même temps, quoi. Il y a tout, quoi. Les hormones, l'école, on demande ce que tu veux faire, tout, le père, la mère, machin, tu te dis, ouah. Et tout a des émotions vraiment exacerbées, quoi. C'est comme à vif, quoi. Et je trouve ça intéressant, justement, d'arriver à travailler sur ces émotions parce qu'elles sont très proches d'eux. Est-ce qu'ils les vivent quotidiennement ? Et si tu leur donnes 2-3 clés, ils peuvent vraiment faire pleurer des salles. Ouais. Enfin, c'est magnifique. Un ado qui écrit un texte sur lui parce qu'il est gros. Alors, c'est pas lui qui va le dire, en général. C'est quelqu'un d'autre, parce que il faut quand même une distance avec l'écriture. Et du coup, c'est magnifique pour lui qui a écrit son problème sur l'obésité ou sur cette façon de grossir, et que ce soit quelqu'un d'autre qui le dit, et lui, il entend ce qu'il a écrit. Donc, il devient vraiment créateur. Et c'est ça qui est beau. C'est ça quand ils deviennent créateurs eux-mêmes sans s'en rendre compte, en fait. Mais j'ai l'impression qu'il y a, ça se revoit dans le documentaire aussi, c'est la question du moment où tu t'arrives à t'affranchir du regard et du jugement social. Quand tu joues devant eux, pour leur montrer une scène... Ça, c'est pas bien que je joue devant eux. Mais... moi, je trouve ça intimidant parce que là, on voit une vraie comédienne qui prend un rôle et tu mets l'intensité d'une comédienne et... Ils sont en train de te regarder en disant mais est-ce que c'est waouh ou est-ce que c'est ridicule, est-ce que je devrais avoir honte si moi je me mets à jouer comme ça ou est-ce qu'il faut que j'ose quoi. Et toi t'oses, t'as pas peur? Ah oui, là quand tu parles de jouer, c'est pas quand je les dirige forcément, enfin pour une scène, mais c'est quand effectivement j'essaye de lancer une impulse. Donc c'est-à-dire là dans ce dont tu parles, c'était les 2 caravanes et c'était dans un camping où voilà on vole un gamin, on vole un gamin et effectivement je m'énerve, je vais voler un gamin, je traverse toute la nature pour... Oui, tu dois lancer une impulse. Moi, j'adore ça, j'adore lancer les impulses parce qu'il faut les charger. Tu dois charger. Il faut qu'ils se chargent. Et quand tu n'as pas la technique pour te charger, quand tu n'as pas envie d'aller chercher en toi, ou soit tu as de la technique, soit tu vas chercher en toi, mais voilà, c'est quand tu as des problèmes, il faut quand même aussi cadrer. Donc le fait que moi, je sois un truc dingue, eh ben oui, on peut tout se permettre. Et déjà, il vaut mieux en faire trop, et après on enlève. Pour moi, avec eux en tout cas. Ouais. Oui. Et puis c'est une question de respect du producteur écoutant de gestes. Enfin, celui qui va faire le geste, on doit être dans une bienveillance du regard aussi, c'est ça, l'encourager à faire. Alors ça, la bienveillance, oui, ça je l'ai. Alors par contre, des fois je dis des choses incroyablement dingues, mais ça passe, donc ça va. Après, quand j'ai vu le documentaire, j'ai fait fou là là. Oh là là, dans quel état j'étais. Alors c'est vrai qu'on est il y avait 20 personnes, donc tu dois porter quand même en 2 jours. Et le texte ils n'avaient pas le texte, ils ont eu le texte le samedi. Alors ça dure 2 jours, et quand ils arrivent, ils n'ont pas le texte. Là, toi, tu as écrit le texte? Non, là j'avais fait un montage de texte que j'avais pris. Ok, donc toi-même, quand ils arrivent, tu sais pas, le texte définitif n'est pas là encore? Plus. À 80%, 60% encore. Ouais. Et là, cette année, on avait le texte, on était parti sur On ne badine pas avec l'amour, mais le montage, je l'avais pas vraiment. Puis en plus, je savais pas qui allait apprendre le texte, Donc voilà. Mais c'est là où on voit la différence entre une approche de créateur et une approche genre de financement public, quoi. C'est si tu viens me voir en disant j'ai à peu près un texte à 60%, mais je suis pas tout à fait sûr, on verra bien sur place, et puis à la fin ça donnera peut-être ça, mais peut-être autre chose. Le type qui veut ces petites lignes budgétaires, il flippe. Sans doute ça fait flipper, mais là la mairie de Lorient, enfin en tout cas les 2 personnes qui m'accompagnent, Chantal et Pascal, sont bienveillantes aussi et croient à ce projet, plus les éducateurs, donc il y a quelque chose où tout le monde met la main à la pâte, et effectivement ce qui compte c'est plus le processus, de faire rentrer les gens dans un processus que le résultat. Je le dis souvent, même si le résultat des fois j'ai les boules parce que il aurait fallu 2 jours de plus ou 1 semaine. Si on avait 1 semaine, si les budgets pouvaient s'agrandir pour 1 semaine, c'est dans la boîte. On sent que tu as changé
inverser ton rapport à la production de spectacle, parce que tu disais en préparation, quand tu montres ce qui a été ton cas en tant que metteuse en scène, des spectacles qui vont parfois être assez coûteux, où tu vas avoir un budget de, disons, 1 million pour produire un spectacle, et que tu te dis, finalement, il ne va pas être diffusé, on va être joué 3, 4, 5, 6 fois, tant de travail, tant d'investissement, tant d'argent pour arriver à un spectacle qui finalement ne sera pas vu. Est-ce qu'il vaut mieux pas repartir en arrière et se dire, la question, c'est la question du processus, c'est le moment de la fabrique, du moment, de l'instant, de prendre un plaisir dingue ensemble, et puis avec une jauge de 150, 200 personnes, et c'est très bien. Après, si vous voulez, moi quand j'ai arrêté la mise en scène, c'était parce que je travaillais, et puis aussi c'est vrai qu'avec Stig Dagerman, j'ai monté la reviste de Stig Dagerman, j'adore le choral, moi. C'est-à-dire que, oui, tout le monde est sur scène, en général, dans mes spectacles. Et même là, tout le monde est sur scène, même pour Badine, ils étaient tous sur scène. C'est quelque chose de... Le choral, pour moi, c'est la base du théâtre. Et c'est vrai que quand on entend tout à l'heure, que maintenant on doit monter et c'est super, comme elle dit, une valise et 2 comédiens, c'est vrai. Mais moi, j'adore Pina Bausch, j'adore les trucs ou choral, ou même si c'est pas un décor de ouf et tout, mais qui est du corps, qui est des humains. Moi, l'humain, c'est ma matière. Et c'est pas la relation entre 2 personnes. Ce qui m'intéresse, c'est les relations entre nous, quoi. Mais nous, c'est vaste. Donc, effectivement, là, je ne sais pas si c'est mieux, parce que moi, des fois, je vous assure que je rêve de pouvoir m'asseoir dans une salle et de créer comment je le vois, avec les moyens que... Voilà, ça, c'est tout le monde, je pense. Mais après, il y a des choses, oui, on peut continuer à créer, oui, ça, c'est sûr. Mais c'est vrai que le côté de l'instant de la création est quelque chose... Oui, c'est magique, c'est-à-dire que oui, j'ai pas peur, quoi. Et tant pis si on se dit, elle est dingue. Oui, je suis dingue, c'est pas grave. Il y a quelque chose, ça peut être de l'ordre de la folie de faire ça en 2 jours. Oui, bien sûr. Parce que même mentalement et même physiquement, tu t'épuises. Mais bon. J'imagine que le corps et la tête est en tension les semaines qui précèdent de façon dingue. Ah ouais, puis après, il faut tout démonter. Parce qu'une fois qu'on a transformé une serre en aquarium ou qu'on a transformé une bergerie en château, c'est pas léger en fait, parce que j'ai amené ma bibliothèque, j'ai amené mes livres, j'ai amené mon fauteuil, j'ai une caravane qui est remplie d'accessoires, j'amène la caravane, je vide tous les accessoires, je vais au Stahl, à la ressourcerie, chercher d'autres meubles. J'avais transformé on avait transformé ça en plein de petits lieux, donc une chambre, une cuisine. Donc après, c'est 15 jours de démontage, oui. Alors, parmi les difficultés du métier, il y a aussi... tout ce qu'on demande à un comédien ou un metteur ou une metteuse en scène en termes de carrière. Et tu soulignais la vitesse, la nécessité permanente de produire, de se montrer, d'être là, qui n'est pas le métier à proprement dit, mais qui fait partie des critères de visibilité qui permettent de faire le métier. Il faut dire qu'on a arrêté le CDN, on a arrêté à Thionville, et il y a eu le Covid. D'accord. Et moi, je venais juste de créer Dyslex, mon spectacle que j'ai écrit à Belle-Île, avec des images de Belle-Île. Donc c'est sur scène, et en même temps il y a des images filmées, c'est ça, Oui, sur dispositif. Voilà. Et moi, je reviendrai après. Du coup, je finis la pensée sur le fait qu'il y a eu le Covid. Après le Covid, on nous a dit on arrête tout. Enfin, tu vois, stop. Donc, je sortais d'une activité très intense à rien. Et après, ça s'est remis en marche et c'était très bizarre. Moi, j'ai rejoué Dyslex, mais qui est passé entre les 2 Covid. Donc, c'est comme s'il n'avait pas existé. Et puis après, je suis partie sur d'autres choses. On m'a demandé si je le tournais tout de suite après le Covid. Et j'ai dit, non. Je pense qu'il y a d'autres choses à dire. Et effectivement, la dyslexie, c'est très important. Mais à ce moment T, en sortant du Covid, je pense qu'il y avait d'autres choses à dire que de parler de la dyslexie. C'était exactement ce que disait Jenny tout à l'heure en disant on est traversé par des événements et on est obligé d'en tenir compte. Le public en tient compte, mais aussi le créateur. Oui, parce qu'il y a des moments où, là, je pense que la dyslexie, c'est possible. Maintenant, je peux en parler. D'ailleurs, tout le monde en parle maintenant. Ça m'embête, mais c'est pas grave. Mais tu peux revenir au spectacle maintenant, tu peux le... Voilà, maintenant je reviens au spectacle. Donc du coup, effectivement, le spectacle, quand tu es dyslexique, tu as souvent le début et tu as la fin. Tu n'as pas forcément le milieu. Donc en fait, je suis partie sur un diptyque où tu as 2 écrans, donc en diptyque, et qui n'est que Martin et moi, l'autre comédien, Martin Stas-Pollet, où on erre sur une île, donc Belle-Île, et Laurence Rebouillon filme cette errance. On a un bateau sur la tête, des fois, on est comme une errance, comme on n'est rien sans les autres. Dans le spectacle, je le dis, je suis rien sans les autres, j'ai perdu sans les autres, je perds le fil de mes mots, ma pensée. Je pense que c'est essentiel, ce rapport aux autres qu'on est en train de perdre, qui moi m'effraie. Alors je ne sais pas si c'est ce qu'on peut faire, mais
je trouve que les personnes se suffisent à elles-mêmes et je trouve ça triste. Et tu vois, c'est un spectacle que tu as écrit avant le Covid. Oui. Tu dis finalement, il était peut-être plus pertinent juste après, mais finalement, le message, quand on perd le lien avec les autres, on se suffit à soi-même, ce qui est l'inverse de l'art, quoi. De faire le chemin vers l'autre et aller le chercher, aller le transformer par des émotions, aller créer une communauté qui est immatérielle. C'est donc ce pourquoi il faut se battre. Et bien justement, c'est pour ça que moi, je pense que pour moi, un lieu de théâtre, que ce soit extérieur, intérieur, que ce soit la rue, que ce soit entre des murs, c'est un lieu où il y a de la rencontre. Et quand tu me posais, où est-ce que je me sens chez moi, et ben où je me sens chez moi, c'est quand je peux poser mes valises et avoir des rencontres et parler et travailler. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, je comprends très bien. Et je voudrais dire, Isabelle, parce que c'était la dernière question que j'avais marquée sur le déroulé, où est-ce que tu te sens chez toi ? Je veux dire, il y aura aussi de la création, tant qu'il y aura, je te reprends l'expression, tant qu'il y aura des corps. Merci Isabelle pour cet échange. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés dans Mismatch numéro 6. C'était Mismatch, un podcast de l'ESCE, l'École supérieure du commerce extérieur, et de l'IFG Executive Education.